got North right clamp, South Fox, H top pass, 38 top gun BXP sweat. Let's go. First punt today. And it's a big one. Wow! Salut à tous et bienvenue chez le Punter. Alors 2 jours après le week-end de Divisional Round, qui était en fait une sorte de quart de finale, si on veut, on connaît désormais le dernier carré et donc les 2 finales de conférence. Avant d'analyser les 4 matchs, donc de samedi et dimanche, parlons un peu info-transfert chez les entraîneurs, parce que dans la semaine, on a eu 2 entraîneurs de renom qui se sont retrouvés au chômage. D'abord, Mike Tomlin, qui, après la défaite face à Houston lundi dernier, décidait de en fait, jeter l'éponge après 19 saisons à la tête des Steelers. Donc, il décidait de démissionner. Il laisse au passage une trace indélébile chez les Steelers, parce qu'avec un Super Bowl, multiples titres dans la FC Nord, énormément de victoires en playoff. Donc voilà, après bon, c'est vrai qu'après 19 saisons et surtout beaucoup d'échecs récemment, il y avait eu beaucoup d'éliminations prématurées en playoff, beaucoup de critiques, beaucoup de pression sur lui. Donc voilà, il décidait de terminer son mandat. Une autre équipe qui vient là hier de virer son entraîneur, c'est Buffalo. Les Bills qui décidaient, après la défaite face à Denver ce samedi, et apparemment ils ont eu une réunion avec le propriétaire de 7 minutes exactement lundi matin pour annoncer à McDermott qu'il était dehors. La défaite de trop pour une franchise qui n'arrivait pas à franchir le pas dans les playoffs. Surtout que cette année, le chemin il semblait dégagé pour eux jusqu'aux playoffs, avec l'absence surtout de leur bête noire, les Kansas City Chiefs. McDermott, c'est 9 saisons à Buffalo, le 2e meilleur pourcentage de victoire sur cette période, juste derrière Andy Reid et les Chiefs, mais les propriétaires ont décidé quand même de changer de cap. En attendant, plusieurs équipes ont trouvé chaussures à leurs pieds. Les Giants, ils ont embauché le très prisé John Harbaugh, qui aura la mission assez compliquée de faire gagner une équipe qui justement ne gagne plus rien depuis trop longtemps. Atlanta, eux, ils ont décidé d'embaucher Kevin Stefanski. Ils ont eu une 2e interview la semaine dernière. Et à la fin de l'interview, ils ont décidé de lui offrir un contrat. Donc l'ancien coach des Browns retrouve un poste 10 jours à peine après son éviction de Cleveland. Jeff Hafley, qui était le coordinateur défensif de Green Bay, a été recruté par un de ses anciens dirigeants, Ben Sullivan, qui a été nommé manager général des Dolphins il y a 2 semaines. Donc Jeff Hafley va devenir le nouvel entraîneur de Miami. Bon courage, parce que le salary cap de Miami est terrible. Ils sont quasiment sans quarterback puisque Tagovailoa va partir. Donc bon courage à lui. Et après, c'est pas encore officiel, mais il se murmure que Robert Saleh serait l'heureux élu des Tennessee Titans. Alors Robert Saleh, si vous vous souvenez, il était entraîneur des New York Jets il y a encore 1 an de cela, 1 an et demi. Bon, ça s'est mal terminé. Bon, ça s'est pas très bien passé son mandat de presque 3 ans. Cette saison, il allait retrouver son copain Kyle Shanahan à San Francisco. Il était nommé coordinateur défensif. Il a fait des miracles avec cette défense de San Francisco. La liste de blessés s'allongeait semaine après semaine, en défense également. Et pourtant, ils ont fait une très belle saison. Donc voilà, ça c'est pour les infos transferts. Maintenant, passons à l'analyse de ces 4 matchs du Divisional Round. On va commencer par ordre chronologique. Le premier, c'était Denver contre Buffalo. Et Denver qui l'emportait après prolongation 33-30. Et on peut dire que le sort s'acharne sur Josh Allen et les Buffalo Bills qui, une fois de plus, ils se font sortir en playoff. Là, contre Denver, c'est vraiment pas passé loin. C'est vrai qu'ils dominaient par moments.
Mais ces 5 ballons-là, perdus par Josh Allen, ils allaient peser très lourd dans la balance. Alors certes, ils peuvent se plaindre de l'arbitrage en prolongation. Il y a d'abord cette interception de Macmillan. Interception ou pas, on va en parler un peu plus tard. Et après, en suivant, il y a beaucoup de pénalités qui ont été sifflées contre la défense des Bills. Bon, la plupart d'entre elles, il n'y a pas grand-chose à dire, quoi. Après, ils n'ont pas perdu à cause de l'arbitrage, hein. Ça c'est pas vrai. Ils ont perdu à cause des erreurs qui s'auto-infligeaient en fait. Tous ces ballons perdus par Allen, comme on a dit, mais aussi des mauvaises décisions en attaque, des appels de jeu parfois douteux. Et surtout de l'autre côté, en défense, une incapacité à déstabiliser Bo Nix. Bo Nix, c'est un sophomore, c'est un joueur de 2e année, très jeune. Il manque clairement d'expérience. Et pourtant, si vous le voyez dans le match, il a mené plusieurs drives à des moments très critiques, comme un vétéran. Après, Bo Nix, la tuile, parce que malgré la qualification, lui, sa saison est terminée. Apparemment, il se serait cassé la cheville sur un des tout derniers snaps. Et c'est sur le moment, on ne s'en rend pas compte. C'est son entraîneur Sean Payton qui l'annonçait en conférence de presse. Donc, sans Bo Nix, ça sera son remplaçant, Jason Stidham, qui aura la lourde tâche de le remplacer, quoi, et de tenter de mener les Broncos au Super Bowl. Il y avait un deuxième match samedi soir. C'était Seattle qui recevait San Francisco. Seattle, ils n'ont pas fait de détails. Ils ont corrigé les 49ers. Ils ont fait un départ canon d'entrée, coup d'envoi, retour de coup d'envoi de Shahid, touchdown. Voilà, le ton était donné pour la partie. C'était un match de bullies. Seattle, ça a été de véritables bullies en défense. Ils ont complètement étouffé Brock Purdy, Christian McCaffrey et compagnie. L'attaque au sol de Seattle, elle a bien aidé. Kenneth Walker d'ailleurs, qui a marqué un triplé de touchdown. Ils ont roulé sur San Francisco. Imaginez, le score, il était de 17-0 à la fin du premier quart-temps. Et à la pause, 24-6. La messe était dite, quoi. Pour San Francisco, c'est vraiment une grosse déception parce que, certes, au vu de la saison, c'est quand même énorme ce qu'ils ont fait parce qu'ils ont eu beaucoup de blessés. Ils sont un peu en reconstruction. Mais bon, le fait voilà, il y avait le Super Bowl dans leur stade, l'opportunité de jouer à la maison. Bon, je crois que au vu de nombre de blessés cette saison, cette liste c'était un handicap trop grand pour eux. On a vu leurs limites samedi face à peut-être la meilleure équipe du moment. Passons à dimanche. Alors commençons avec New England contre Houston. New England qui s'imposait 28-16. Et là, les Patriots, ils ont définitivement fait taire tous les haters, tous les rageux, toutes les critiques qui, en fait, depuis le début de saison, ils minimisaient leur succès, quoi. En disant qu'en fait, ils bénéficiaient d'un calendrier qui était plus que favorable. Là, en playoff, ils ont battu coup sur coup deux bonnes équipes avec des grosses défenses, les Chargers et là, donc, les Texans. Et ils sont même pas du Super Bowl. Après, que ce soit de leur propre mérite ou pas, je veux dire, est-ce que c'était que ce soit de leur propre mérite cette victoire ou parce qu'ils profitaient du match pitoyable de CJ Stroud, c'est difficile à dire, mais on peut quand même affirmer que l'unité défensive des Patriots, elle a considérablement gêné CJ Stroud. Et CJ Stroud, il ne pouvait même pas compter sur son attaque au sol parce qu'elle a été complètement éteinte, on va dire, ce dimanche. Pour les Texans, bon, c'est dommage parce que c'est la 3e année d'affilée que leur parcours s'arrête à la même étape, le Divisional Round. Et là, c'est difficile d'analyser cette défaite sans comparer en fait la performance offensive à la performance défensive. Parce que d'un côté, il y a une défense de fer, la meilleure. Et ils ont vraiment rendu la tâche difficile à Drake May. Drake May, il était constamment sous pression. Son tackle offensif gauche, qui est censé le protéger, Campbell, il a passé une soirée horrible. Il n'arrivait pas à contenir Will Anderson Jr. ou Daniel Hunter, bref.
Et May, du coup, il allait commettre 4 fumbles et pour 2 ballons perdus. Mais de l'autre côté, c'est l'attaque des Texans, c'était terrible. CJ Stroud complètement dépassé. Stroud, c'est 4 interceptions. Et surtout dans le deuxième quart-temps, c'est 3 d'entre elles, 3 interceptions sur 4 drives. Là, bon, même la défense, elle pouvait pas tout faire. Et même s'ils étaient au contact, ils étaient à 5 points à un quart d'heure de la fin, à 5 points des Patriots. Mais après, il y a eu ce touchdown de Boot pour les Patriots, et après, bon, là, on va dire que c'était fini pour les Texans, quoi. Le dernier match, c'était Chicago contre Los Angeles Rams. 17-20 pour les Rams qui s'imposaient là aussi en prolongation. Alors une nouvelle fois, on pensait que les Bears, ils allaient le faire. Qu'ils allaient à nouveau nous sortir une remontée de je sais pas d'où. On a en toute fin de match, dans le temps réglementaire, cet exploit encore une fois du quarterback, Caleb Williams, qui est d'ailleurs surnommé Iceman, pour son sang-froid on va dire de sniper dans les moments les plus critiques. Là, il restait une 20-30 secondes à jouer. 4e down, 10 yards à parcourir. Les Bears lancent le snap et là, c'est la pression de la ligne défensive des Rams qui est énorme. À tel point qu'on voit Williams, il commence à reculer, à danser, zigzaguer pour échapper à un sac. Avant de lancer une passe un peu de manière désespérée. Sauf que cette passe, par miracle, elle arrive dans les bras de son coéquipier, Cole Kmet, le tight end, qui est d'ailleurs complètement esselé dans un coin de l'embut. Du coup, 17 partout, les deux équipes filaient en prolongation, mais avant cela, on a eu un match moisi, hein, on va pas se mentir, un match très fermé. C'est vrai que le froid et la neige y étaient pour beaucoup, hein. On voyait les joueurs qui souffraient vraiment de ces conditions. Et alors il faisait tellement froid qu'un journaliste expliquait qu'en fait les joueurs des Rams, pour lutter contre le froid, ils avaient versé du piment de Cayenne dans leurs chaussettes. Et apparemment ça aide à se tenir chaud. Alors personnellement je n'ai jamais essayé, mais la prochaine fois que je pars m'entraîner dans le froid, je vais tenter. Et je vous dirai ce que ça fait. Mais vous pouvez tenter vous aussi chez vous si vous le voulez. Parlant de froid d'ailleurs, le safety des Rams, Cam Curl, dans la prolongation, il allait mettre un sacré coup de clim avec son interception sur un lancer de Williams. Williams là, il s'est un peu précipité parce que les Bears en fait, ils venaient de récupérer la possession. Ça veut dire que il fallait qu'ils remontent un peu le terrain. Ils avaient besoin que d'un field goal pour l'emporter. Sauf que là, Williams, il s'est un peu enflammé. Peut-être il pêchait par manque d'expérience, de maturité, de patience. Et il tentait un long ballon plutôt que de la jouer un peu plus safe, on va dire. Sauf que là, Curl, il intercepte le ballon. Les Rams récupèrent le ballon. Et là, Stafford, lui par contre, il avait fait étalage de toute son expérience et son calme. Il avait mené une série de jeux de manière très patiente. Et il mettait son buteur à une distance convenable. Et le buteur, là, lui, il ratait pas son coup de pied. Et il envoyait les Californiens en finale de conférence. Comme on a dit, donc, on connaît le dernier carré, les affrontements du week-end prochain. Donc, on va voir d'abord Denver, dimanche après-midi ou en soirée. Denver qui va recevoir New England. Denver, comme on a dit, privé de Bonix. Le quarterback numéro 2, Jason Stidham, qui va remplacer Nix, qui va essayer de mener les Broncos au Super Bowl. Ça va pas être chose simple pour les Broncos parce que les Pats, ils ont démontré qu'ils sont une très bonne équipe, d'accord, qu'ils sont pas surcotés. Drake May, bien que ça soit une deuxième année, il est très performant, il est très calme, la pression ne semble pas l'atteindre. Donc non, ça devrait être un beau match. Après, dans la nuit, là, par contre, si vous pouvez le voir, la conférence nationale, ça sera un affrontement familier entre Seattle et Los Angeles Rams. Et ça va être la troisième manche. Et oui, parce que comme ils sont rivaux de division, ils s'étaient déjà affrontés 2 fois cette année, et chaque équipe l'emportait une fois. Donc, et à chaque fois d'ailleurs par moins de 4 points d'écart. Donc ça s'annonce un match qui s'annonce très prometteur, très disputé. La météo d'ailleurs devrait être plus clémente pour les Rams, parce que là dans le nord-ouest il fait pas aussi froid qu'à Chicago. À Chicago ils jouaient, comme on a dit, dans un froid glacial.
Là, ce dimanche, ça va être différent. Il pourrait même jouer dans une véritable fournaise parce que, comme on le sait très bien, le public des Seahawks, le fameux 12e homme, c'est une véritable fournaise. Ils sont bouillants. Donc, ça va être quelque chose. Alors, interception ou pas de Macmillan? Cette action a fait énormément jaser et comme on a dit, l'entraîneur des Bills, Sean McDermott, il ne s'est pas privé de critiquer la décision des arbitres en conférence de presse. Donc, analysons ensemble cette action qui a fait tant parler. Okay, analysons l'action en direct déjà comme elle est passée à la télé. C'est vrai qu'à vitesse réelle et après si on a des images arrêtées ou ralenties, l'opinion change très rapidement et vous allez comprendre pourquoi. Donc ça c'est l'action. Déjà avant d'analyser si c'est interception ou pas, on le voit là sur cette image. Déjà regardons la formation de la défense des Broncos. Okay, donc en rouge en fait on a mis les linemen offensifs. On a les habituels, comment ils s'appellent, Cooper, on a Franklin Myers, on a Bonito. Après au milieu on a en vert les deux linebackers, notamment Singleton. En bleu on a les safeties. Vous voyez qu'ils sont très hauts les safeties et on va en parler dans une seconde pourquoi. Et après en marron on a les trois cornerbacks qui eux vont avoir un rôle très très important au niveau du marquage et on va voir pourquoi. D'accord. Donc si on regarde la vidéo qui a été donnée au coach. Alors regardez, Allen, c'est parti. Ok, et voilà. Vous avez vu? D'abord, on a vu la formation. Regardez le mouvement en fait de plusieurs défenseurs. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 joueurs sur une défensive. Est-ce que ça veut dire qu'ils vont tous tenter de blitzer? Peut-être, peut-être pas. Regardons. Mais là vous voyez. Et regardez les safeties, ce qu'ils font. En fait, ça va être un safety blitz. Bon, ils vont tenter, ils vont pas réussir, mais ils vont tenter. Ils vont vite bloquer. Et du coup, Allen, vu qu'il est bien protégé, il va réussir à lancer une bombe de quasiment 50 yards à son receveur Crooks. Ok. Maintenant, regardez ce que font les cornerbacks. Les trois cornerbacks, en fait, eux, ils sont au marquage à l'homme, au marquage individuel. On les voit là, ils suivent tous les trois leur receveur. Sauf que Macmillan, lui, il faut qu'il couvre celui qui part en profondeur, Brandon Cooks. Et vous voyez qu'il le suit à la perfection. Il fait preuve d'un athlétisme impressionnant et il va réussir à lui arracher le ballon. Si vous voyez sous un autre angle, vous voyez la ligne défensive, vous voyez les deux safeties en fait, et les safeties ils attendent le snap et boum, ils vont tenter d'aller blitzer. Ça marche pas, mais en tout cas les cornerbacks eux ils ont fait leur boulot. Passons à l'autre vidéo en fait, celle du direct à la télé, et on va analyser les ralentis maintenant. Alors interception ou pas interception? Est-ce que Macmillan a vraiment intercepté le ballon à la ou est-ce que Cooks avait complété la réception? Rien n'est moins sûr et ça laisse beaucoup de place à l'interprétation. Encore une fois, vitesse réelle au ralenti, c'est très facile de changer de couleur. D'accord. Regardons les différents ralentis. Regardons celui-là déjà. Oui, il attrape le ballon, il tombe et en fait, il y a une espèce de rug, si vous voulez, il se bat un petit peu pour avoir le ballon. Il semble au ralenti que Cooks, il a le ballon, il réussit sa réception, sauf que c'est pas vraiment clair. À aucun moment on voit qu'il a une claire possession en fait du ballon. Si on regarde à nouveau, à aucun moment il a vraiment le ballon collé à son corps de façon claire. Il a les bras vraiment qui le coincent. Là on voit que Macmillan avec un peu d'effort quand même, mais assez facilement il prend le ballon. Donc c'est pas une passe complète, il y a vraiment une bataille entre les deux. C'est vrai que souvent les arbitres ils donnent l'avantage à l'attaque dans ces cas-là. Sauf que là, Macmillan fait un travail extraordinaire. Il met le bras déjà pour gêner. Et après il profite en fait de l'inertie, de la chute de Cooks pour lui arracher. Finissons comme d'habitude notre épisode avec un peu de football universitaire et voilà le
conte de fées, c'est bien terminé. Les Hoosiers d'Indiana ont battu les Miami Hurricanes. Ils ont battu tous les pronostics, on va dire, du début de saison et ils deviennent champion national. Indiana est donc champion national et Indiana devient aussi la première université, avec le nouveau format des playoffs depuis l'an dernier, la première université à finir la saison avec un bilan parfait. 16-0, 16 victoires, 0 défaites. Un véritable exploit compte tenu de l'histoire de cette université, de leurs ressources limitées si on compare avec les autres cadors. Vous savez dans le football universitaire, pour évaluer, on va dire, les équipes et les joueurs, il y a un système d'étoiles. Et les meilleurs joueurs sont 5 étoiles, 4 étoiles, 3 étoiles, et voilà, vous comprenez. Sauf que les joueurs 5 étoiles, par exemple Alabama, Ohio State, Georgia, eux, ils en ont une pléthore. Sauf que Indiana, 0 joueurs 5 étoiles, moins de 10 joueurs 4 étoiles. Le reste, c'est beaucoup de 3 étoiles, 2 étoiles, certains, c'est ce qu'on appelle des walk-ons, c'est-à-dire qu'ils ont 0 étoile. Bref, le truc, c'est que Indiana, c'est une équipe de juniors et de seniors, c'est-à-dire des joueurs de 4e, 5e année, des joueurs en fin de cursus universitaire et qui ont donc pas mal d'expérience. Et ça, c'est la méthode de l'entraîneur Curt Cignetti qui est arrivé en début 2024, qui a complètement transformé cette équipe, cette université, le programme. Il arrivait de la modeste université de GMU, James Madison, et il ramenait dans ses valises son staff, mais aussi plus de 50 joueurs. Je crois qu'il y a 11 joueurs qui venaient de James Madison avec lui. Donc il changeait énormément de joueurs de l'effectif. L'an dernier, ça marchait, puisque c'était 11 victoires. Ils se qualifiaient pour les playoffs. Il faut savoir que Indiana, jusqu'alors, c'était une des pires équipes de l'histoire du college football. Les autres équipes de sa conférence, du Big Ten, quand ils voyaient qu'ils devaient rencontrer Indiana, ils étaient contents. C'était victoire presque assurée. Sauf que là, Cignetti, il a complètement changé la donne. Donc, comme on a dit, l'an dernier, il posait les bases. Ça s'est très bien passé. Mais cette année, c'était l'apothéose, en fait. C'est vrai que il n'a pas trop changé l'effectif. Il y a eu quelques retouches ici et là. L'arrivée d'un quarterback comme Mendoza, qui venait de l'université de Cal. L'université de Cal qui est plutôt connue pour, on va dire, son côté académique que son côté sportif, même si, attention, un certain Aaron Rodgers sort de cette université. Mendoza, c'était un joueur 2 ou 3 étoiles, pas un des meilleurs, pas un des projets les plus excitants. Sauf que là, il a complètement explosé cette année avec Cignetti et cette équipe d'Indiana. Et ils nous ont offert peut-être un des plus grands exploits, une des plus grandes épopées de l'histoire du sport, c'est clair. Et d'ailleurs, c'était pas hier soir, mais à la fin de la demi-finale en conférence de presse, il y avait un journaliste qui demandait à Cignetti comment il pouvait décrire l'histoire qu'était en train d'écrire Indiana. Et Cignetti répondait avec une phrase qui va désormais être très célèbre, ils vont sans doute faire des t-shirts, des posters avec, je sais pas. Et il disait it would be a hell of a movie. C'est-à-dire ça ferait un superbe film.